My international people, You and I Talk Show avec Louise Ouachou. Aujourd'hui, c'est en français, You and I Talk Show Nubi Kamita pour rejoindre toute la diaspora Nubi Kamita partout sur la planète où vous êtes. Notre invité spécial aujourd'hui, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà entendu sur le You and I Talk Show, c'est le grand des grands, Nzwamba Simanga. Et comme promis, nous vous revenons aujourd'hui avec notre émission Solution. Mes chers internationaux Nubi Kamita, nous sommes là pour donner des solutions. Si vous avez des problèmes, écrivez-nous, on va vous trouver des solutions. Alors, cher Nzwamba, le grand Nzwamba Simanga, le grand des grands lacs, merci de revenir sur le show. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir. Et comme promis, vous êtes habillé en africain. Moi aussi, je suis habillée en africaine. Donc, on va parler, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, très grande présentation spectaculaire, comme d'habitude. C'est un show télévision, c'est un show, tout un show. Très heureux d'être là, comme d'habitude, très heureux d'échanger, de partager et de discuter de nos problèmes et des solutions à apporter. Oui, et puis commençons par l'habillement, là. Votre très belle chemise, là, il est de quel pays? Il vient du Burundi. Ah, les Burundais, hein? Oui. Ils vont croire qu'ils ont du style. C'est Made in Burundi, ça vient du Burundi, de Bujumbura. Ah, excellent. Moi, je suis habillée dans un truc qui vient de la Tanzanie. Je l'ai acheté en Tanzanie à Zanzibar, le plus beau coin que j'ai jamais visité. Donc, Oui. on est en plein East African aujourd'hui, hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est le motif. Il y a des éléphants sur le motif. Oui, c'est très beau. Oui. Je suis jalouse, là. Je veux une version féminine de ça, là. Il y a des éléphants, il y a un petit truc, là. Ça dit beaucoup de choses, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est beaucoup de créativité. Les Burundais. OK. Ouais. Bon, alors, commençons notre émission Solutions. Aujourd'hui, donc, comme promis, c'est une émission spéciale pour proposer des solutions. Donc, vous avez des propositions. Vous avez en fait, vous allez nous proposer des mécanismes pour produire des idées. Et ensuite, on va donner des exemples des gens qui ont réussi et qui ont produit des idées que ça a fonctionné pour eux. Alors, parlez-nous des mécanismes. Hein? Aujourd'hui, là, que les gens commencent à prendre des notes, mécanismes, ou bien ils vont rewind, c'est à la vidéo. Oui, effectivement. En fait, c'est ça, effectivement, c'est de pouvoir fournir donc des pistes à suivre, pour effectivement produire des idées qui sont conformes donc à nos attentes, d'épanouissement et de prospérité, de tout le reste. En fait, l'idée, c'est plutôt de dire que l'Afrique n'a pas besoin qu'on la développe parce que les idées les idées qui dominent actuellement vont dans le sens de nous dire qu'on a besoin qu'on nous développe et tout ça, mais je pense plutôt que les Africains ont plutôt besoin qu'on les aide, à structurer un peu mieux leur pensée pour qu'ils puissent d'eux-mêmes trouver les solutions qui sommeillent en eux et rallumer en eux la flamme du bâtisseur qui sommeille en eux, cette flamme du bâtisseur qui a été éteinte suite à notre rencontre brutale avec d'autres peuples au cours de notre histoire. Et donc au cours de notre histoire, on s'est rendu compte, quand on étudie notre histoire, on se rend compte que, on était là depuis des millénaires, on a fait les choses avant tout le monde, et puis brutalement, tout s'est arrêté. Alors, on se rend compte que cette rencontre brutale qui a accouché de plusieurs rapports de domination,
l'esclavage et beaucoup de choses. Donc, une rencontre brutale qui maintenant s'étale sur à peu près, on peut dire, 2000 ans à peu près. Depuis, je peux dire que je compte cela à partir du sac de Wasset, qui était à l'époque notre ville sainte, donc dans la Haute-Égypte. À l'époque, il y a 2000 ans de cela, jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve dans une zone de turbulence où on constate que le développement de nos innovations, de tout le savoir accumulé avec le temps, a été considérablement ralenti pour nous faire rentrer dans une période de régression. Pour nous faire rentrer dans une période de régression où on a passé beaucoup de temps à essayer de gérer cette invasion, de gérer cette situation de chaos. Et voilà. Donc maintenant, les autres peuples donc, qui sont rentrés en confrontation avec nous ont eu sont donc en arrivant, en nous déstabilisant et en nous précipitant donc dans une période de régression, ont démantelé toutes les institutions, toutes les structures qui nous ont permis d'affirmer, de confirmer notre prospérité depuis lors. Donc on va détruire, on va démanteler les institutions politiques, l'État. Pour beaucoup, il y aura des rois qu'on va tuer et tout ça là-bas. On va démanteler toutes les institutions, toutes les structures sociales, notamment l'école. Et on va démanteler toute la structure économique. Tous les opérateurs économiques vont être complètement désarçonnés et toute l'économie locale va être désarticulée et orientée vers une économie extravertie, une économie qui est attachée, qui est aliénée à l'économie donc de l'envahisseur. Et dans tout cela, le couronnement, en quelque sorte, pour perpétuer ce climat de chaos, c'est d'avoir donc détruit l'école, d'avoir détruit les institutions donc, de transmission de savoir, d'avoir détruit ces institutions de transmission de savoir pour les remplacer par des institutions de transmission de savoir de type colonial, dans lequel on va nous inculquer des concepts d'asservissement. On va nous inculquer des concepts d'asservissement et on va progressivement nous transformer, c'est-à-dire on va éteindre notre flamme de bâtisseur pour progressivement nous transformer en des personnes qui servent un système de domination et on va nous inculquer donc ces concepts donc d'asservissement et nous faire croire que ce sont donc ces instruments, ce sont donc ces idées d'asservissement-là qui vont nous permettre de nous garantir la prospérité. Alors, au plus proche de nous, par exemple, je pense à l'idée qui est le développement. Donc, au sortir des indépendances et tout ça, on nous a convaincus que donc il fallait donc embrasser ce concept qui est le développement pour assurer notre prospérité et bien d'autres concepts. Et quand ça ne fonctionne pas, on nous culpabilise en disant qu'il s'agit plutôt du fait de notre mauvaise gouvernance, de notre corruption et bien d'autres tares dont on nous accuse, qui serait la cause directe de la persistance de la pauvreté matérielle dans notre société. Or, en observant attentivement la situation de près, on se rend compte que ce n'est pas le besoin, ce n'est pas le développement ou d'autres concepts qu'on a voulu nous servir donc dans ces institutions de transmission de savoir de type colonial. Ce n'est pas le développement ni la mauvaise gouvernance et le reste qui crée cette situation persistante de pauvreté matérielle et d'incapacité de produire des choses selon nos propres intérêts, mais il s'agit plutôt de l'acculturation. Donc c'est parce que donc le fruit donc de ce contact violent
avec les prédateurs, les envahisseurs, nous a totalement transformés, nous a déconnectés de notre système de référence habituel pour faire de nous des acculturés. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt la question de l'acculturation qui est le fondement, qui est la source principale donc, de la persistance de la pauvreté dans notre communauté, en Afrique, etc. Donc c'est l'acculturation qui provoque en quelque sorte cette pauvreté matérielle parce que nous utilisons donc les instruments, les outils conceptuels que les autres ont bien voulu nous fournir dans leurs écoles pour essayer de transformer notre société, pour essayer de bâtir quelque chose. Or, on voit que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Si ça marchait depuis 50 ans, depuis l'époque dite des indépendances, on aurait vu quelque chose. Oui. Donc, voilà. C'est vraiment un très bon point que vous venez de soulever. Donc, on va prendre une petite pause et puis on va revenir. Et dès qu'on va revenir, on va commencer sur ce problème-là d'acculturation et on va commencer aussi sur le problème des écoles. Parce que là, peut-être que c'est préférable d'avoir des dirigeants qui n'ont jamais été à l'école finalement. Oui. Alors, on revient dans 2 secondes, chers auditeurs. Chers auditeurs internationaux, merci de nous suivre. UNI Talk Show, UNI Talk Nubi Kemet avec Louise Ouachou, invité spécial, le grand des grands lacs, Nzwamba Simanga. Il vient de dire un truc très très important, les écoles, l'acculturation. Et puis donc là, on va commencer là tout de suite par rapport aux écoles. Donc, cher Nzwamba Simanga, on nous dit d'avoir été dans des grandes écoles, c'est une bonne chose. Venir en Occident, étudier dans les grandes écoles en Occident, c'est une bonne chose. Et même nos présidents, ceux qui n'ont pas étudié, pour les séduire de temps en temps et pour les convaincre d'adopter ces programmes d'ailleurs, on leur donne des faux diplômes. En tout cas, je sais que le président rwandais, là, on lui a donné beaucoup de faux diplômes, là. Hein? De ces écoles, de ces autres écoles. Ça veut dire quoi au juste? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, parce que selon ce que vous avez dit, c'est une bonne chose de ne pas avoir été dans ces écoles. Mais même si on n'a pas été dans ces écoles, on essaye de vous attirer dedans en vous donnant leurs faux diplômes, là. Ah, c'est même pas des vrais diplômes, c'est juste, ouais, on vous donne un diplôme. C'est quoi quand ils vous donnent... J'ai jamais compris leur faux diplôme, même si je les voulais, hein, mais j'ai jamais compris. En fait, la question de l'école, c'est de savoir quel est l'objectif de l'école, d'abord. C'est-à-dire que dans les écoles dans lesquelles nous sommes tous partis, moi y compris et tout, c'est de savoir, c'est-à-dire que c'est cette... parce que j'ai dit au départ que les institutions, nos institutions, avant donc les invasions et la destruction de notre univers culturel et tout ça là-bas, nos institutions scolaires ont été démantelées pour être remplacées par des institutions scolaires des autres. Mais donc ces écoles-là répondent donc à une ambition de civilisation de qui? Parce que ces écoles, donc en transmettant le savoir, répondent à une ambition de civilisation d'un peuple. Donc si votre école, les choses qu'on enseigne à l'intérieur sont au service de l'ambition de civilisation d'un autre peuple, vous ne pourrez rien produire, quel que soit ce que vous voulez faire. Donc l'école en Afrique est au service de qui? C'est la question qu'on doit se poser.
les écoles primaires, secondaires, universitaires et tout le reste, la diffusion du savoir qui se fait à l'intérieur de ces institutions scolaires, au final, est au service de qui? Quand on fait une analyse froide, on se rend compte que ce sont des institutions scolaires qui, au final, formatent les enfants, qui grandissent à l'intérieur et qui, au final, deviennent au service des ambitions de civilisation de l'Occident, puisque ce sont des écoles, occidentalisées, tout simplement. Quand on nous apprend dans les écoles qu'en France il neige et tout, et qu'on vous apprend dans les écoles de tous les départements français par cœur et tout, finalement ce n'est plus une école africaine, ce n'est plus une école qui répond à vos propres ambitions de civilisation. Quand on vous apprend que les mathématiques ont été inventées par les Grecs alors que c'est faux, quand on vous apprend bien des choses dans ces écoles-là, donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles. Et comme je le disais donc, alors si l'école chez vous, il est au service des ambitions de quelle civilisation? C'est ça le problème. Oui. Le problème. Donc, au Congo, l'école est au service des Belges et au Rwanda, l'école est au service des Américains, vu qu'on a même changé la langue d'enseignement du français à l'anglais. Voilà. Avant, on était au service des Français et des Belges. Et en Tanzanie, ça va encore parce qu'ils sont en Swahili. Mais au Kenya, service des Anglais, puisque l'école a complètement été changée au Kenya, même les universités. Et bon, je ne sais pas maintenant si au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire qu'en fait, partout en Afrique, le problème se présente. Hein, et donc, donc, ces écoles, il y a un chef spirituel au Congo qui dit que l'école du Congo-Kinshasa, l'école donc fabrique des Belges noirs. C'est une image parfaite pour un peu résumer la situation. C'est que quand on rentre à l'intérieur, qu'on sort de là, on devient un Belge noir. C'est seulement quand on va en Belgique qu'on se rend compte qu'on n'est pas belge. Parce que ceux qui sont allés en Belgique savent très bien comment on les reçoit. Hein? Parce qu'il suffit que les Africains sortent un peu de l'Afrique pour savoir comment on les reçoit ailleurs, pour savoir qu'ils ne seront jamais, jamais au grand jamais rien que africains. C'est ça justement. Alors, quand on devient donc un Belge noir, et puis maintenant vous entrez donc dans la vie professionnelle ou dans l'appareil de l'État pour régler maintenant les problèmes congolais. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible puisque c'est l'acculturation, puisque même on voit que les Belges, justement, puisqu'on parle de cela, ils avaient créé une espèce de système scolaire où quand on sortait, un système scolaire est tout un mécanisme en fait d'acculturation qui produisait l'évolué. L'évolué. Il y avait des personnes pendant l'époque donc de la présence d'occupation belge, il y avait des personnes qu'on appelait des évolués. Donc alors les évolués, c'était grosso modo des Congolais qui avaient réussi à totalement être imprégnés d'une culture belge. C'est-à-dire qu'ils étaient plus congolais culturellement. C'est-à-dire que quand on était les plus acculturés possible, là on était un très bon évolué. Donc actuellement, pour essayer un peu de caricaturer la situation, on est un peu dans des républiques d'évolués. Quand on est quand on évolue un peu dans une république des évolués, qu'est-ce que donc on peut s'attendre comme solution pour résoudre les problèmes, les divers problèmes? Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans des situations où, comme on a été stoppé, freiné dans le développement de nos propres innovations, de notre propre génie créateur, quand on était encore connecté dans notre système de référence et qu'on se retrouve acculturé, on ne peut rien produire.
hein. Et c'est ainsi, par exemple, ça me fait penser à ce que Cheikh Anta Diop avait dit. Il disait que ce qui l'a motivé, grosso modo, à faire le travail qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que l'école faisait de lui simplement un instruit, mais vide de toute culture, hein, et que cette situation-là l'a empêché de se réaliser en tant qu'être humain. Oui, oui, Donc, cette acculturation l'empêchait de fonctionner, l'empêchait de se réaliser. oui, Donc, on voit que c'est un problème sérieux. oui. En tout cas, moi, j'ai fait sciences politiques ici, là, au Canada. Et en sciences politiques, on vous apprend la politique, on vous apprend aussi le système politique du monde, mais on ne vous apprend pas réellement à le recréer ou quoi que ce soit. On vous l'apprend tel qu'il est et vous êtes censé l'accepter et vous êtes censé... Au fait, c'est comme si on vous forme pour rentrer dedans et être un des pions du système. Et je me rappelle souvent, très souvent à l'école, je demandais toujours à mes profs d'université, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord avec le système, hein? Parce qu'il est là à nous dire, si vous avez un problème, vous allez à l'ONU. Moi, je suis là, ben, qu'est-ce que je fais si je n'y crois pas à l'ONU, que je ne vais pas amener mon problème à l'ONU, hein? Et ils ne vous donnent pas des solutions. Et pourtant, ça, c'est à l'école, à l'université. Donc, il y a pas de solution, en fait. C'est comme si c'était pour former des employés, Voilà, les écoles, les employés d'un système qui existe déjà. voilà, exactement, Ouh. exactement. Alors là, on va prendre un tout petit short break et puis quand on va revenir dans notre dernière partie du show, là, on va parler des solutions. Vous allez nous donner des exemples, des gens qui sont sortis de cette façon de voir et qui ont réussi sur le continent en faisant des trucs merveilleux. Et puis donc, on va inspirer toute une nouvelle génération à être créatif et à créer à travers d'autres exemples des gens qui le font déjà. Et puis, Ouais. précisons encore une fois que moi, là, mon but, c'est d'aller faire tout ça sur le continent Kamit et d'apprendre à plusieurs gens comment devenir des médias, parce que je trouve que vraiment les médias, c'est une des domaines où on doit envahir, parce qu'il y a vraiment pratiquement pas de médias là qui parlent de tout ça. Donc moi, je vais apprendre aux gens comment devenir des médias, comment faire tout ça et comment propager leurs propres histoires, quoi. Oui. Alors, on va parler de tout ça quand on va revenir dans un instant. Merci, chers auditeurs internationaux, de nous suivre. Donc, nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec le grand des grands, Zwamba Simanga. Et là, une émission solution, une émission inspiration pour dire aux gens qu'est-ce qui s'est passé et comment s'en sortir. Donc là, vous avez des exemples pour nous, des gens qui sont sortis de cette façon de voir, des gens qui ont dépassé leur éducation, hein, parce que bon, il y en a qui dépassent leur éducation, qui s'instruisent eux-mêmes et qui décident de faire leur truc et qui sont en train de faire des grandes choses. Donc, exemple numéro 1, là. Oui, donc c'est-à-dire que en fait, c'est que bon, les exemples que je vais vous montrer, le problème c'est simplement de pouvoir développer des idées qui vont dans le sens de nous faire reprendre l'initiative historique, c'est-à-dire que toute cette dynamique qu'on avait depuis des millénaires, qui a été interrompue ou considérablement freinée par les invasions et tout le reste, c'est simplement de maintenant faire redémarrer la machine et de reprendre l'initiative historique. Alors si je prends par exemple l'exemple de monsieur Michel Babadidje, il est du Bénin, qui lui est un médecin vétérinaire qui a étudié en Russie. Et en rentrant donc dans son pays, il se rend compte que bon, il n'a pas pu trouver de l'emploi. Il a décidé de créer donc son emploi dans le domaine qu'il a étudié et s'est rendu compte que tout ce qu'on lui avait appris à l'école n'était pas compatible avec les réalités qu'il a rencontrées sur place. Et il a décidé donc de remettre en question ce qu'on lui avait appris
pour s'intéresser beaucoup plus aux, aux façons de faire qui existaient localement dans le domaine de l'élevage. Donc, alors, il a découvert que les méthodes que utilisaient donc ses compatriotes depuis toujours, ce sont des méthodes qui pouvaient donc fournir à un éleveur des rendements supérieurs à ce qu'on trouve par exemple dans les pays occidentaux. Par exemple, ces lapins arrivent à se reproduire beaucoup plus que ce qu'on voit en Occident. Ces porcs arrivent à se reproduire beaucoup plus que ce qu'on voit en Occident, et en plus avec moins de gras, etc. Donc, ce sont des techniques d'élevage qui existaient donc depuis toujours dans son pays, et en quelque sorte avec le savoir qu'il a acquis aussi à l'étranger, ça lui a permis de faire aussi certaines petites mises à jour par rapport à ce savoir. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est pour dire que bon, l'école dans laquelle où tout le monde on est allé à l'école, tout n'est pas à jeter bien sûr, mais c'est simplement c'est de considérer donc le savoir local, le savoir endogène, pour permettre donc de développer des idées qui nous permettent de reprendre l'initiative historique. Alors lui, il a décidé de créer le village du paysan. Il a décidé de créer le village du paysan, donc c'est ça son concept en quelque sorte, et à travers cela, c'est une idée qui se développe progressivement en vue de doter donc sa communauté d'une sécurité économique et alimentaire, puisque les produits donc de cet élevage fournissent des meilleurs résultats qu'on trouve à l'étranger. Donc voilà un des exemples par rapport à cela, où on voit que lui a décidé donc de s'inspirer donc de la culture locale. Il est passé d'une situation d'acculturation à une situation d'inspiration dans la culture locale pour développer une idée qui à la longue, on espère, être prospère pour lui. Oui, vous venez de dire un truc très important, c'est que parfois, en fait, le problème aussi, c'est que les Africains qui rentrent en Afrique, ils vont avec une attitude hautaine et puis s'attendent à devenir des Blancs en Afrique au lieu de voir comment est-ce qu'ils peuvent collaborer avec ceux qui existent déjà localement et travailler et surtout donner de la valeur à ceux qui existent déjà. Parce que bon, comme lui, il s'est rendu compte que ceux qui existent déjà étaient très bien et voire même meilleurs. Donc, c'est toujours aussi intéressant de voyager, de voir. Parfois, c'est quand on voyage qu'on réalise à quel point on est riche chez nous, en fait. Donc, voilà. Une fois que tu as voyagé, que tu as vu ce qui se passe ailleurs, maintenant, l'idée de rentrer et de faire ça sur place en prenant en considération ce qui existe déjà et en le rendant mieux et beaucoup plus productif. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on deviendra le premier monde, comme on était déjà. Exactement. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le second exemple que je vais présenter, c'est celui de Dr Médégan. Dr Médégan, lui, il est de quel pays? Il est du Bénin, qui lui s'intéresse donc il fait de la lutte donc il fait de la lutte contre la drépanocytose, qui est une maladie donc du sang qui touche spécialement les Africains. Il fait donc de la lutte contre la drépanocytose son cheval de bataille, et il a donc découvert dans les façons de faire pour guérir les maladies localement. Il a donc découvert qu'il était possible d'exploiter le savoir donc local dans cette matière pour guérir
la drépanocytose, donc développer un traitement pour résoudre ce problème. Alors, il s'est donc plongé dans ce qu'on appelle communément la médecine dite traditionnelle pour aller y trouver des solutions. Donc, alors, il a donc répertorié plusieurs plantes en essayant d'extraire des principes actifs de tout cela et développer progressivement un médicament qui a fait ses preuves jusqu'ici, et les témoignages sont là, le VK 500. Donc, voilà donc un exemple encore concret d'une personne qui, bon, il a étudié donc à l'école occidentalisée comme beaucoup, mais pourtant il a décidé de quand même donner de la valeur à un savoir local qui existe et de lui donner cette importance-là et de redémarrer en matière de santé médicale, de redémarrer, de faire reprendre l'initiative historique en matière de santé dans le cas du traitement de la drépanocytose. Oui. Et puis, un truc, précisons que les compagnies pharmaceutiques sont parmi les compagnies qui font le plus d'argent dans le monde. L'industrie pharmaceutique est l'industrie parmi les industries la plus puissante. La seule chose qui me réconforte par rapport à ça, c'est que le entertainment business, le show business, là, ce business dans lequel nous sommes présentement, est encore plus productif que les compagnies pharmaceutiques. Donc, parfois, je me dis, bon, je préfère être dans ce business que dans les compagnies pharmaceutiques. On va faire plus d'argent dans ce business. Mais ce que je veux dire, c'est que les compagnies pharmaceutiques sont très puissantes et font beaucoup d'argent. Mais quand, par exemple, les gens de culture africaine qui font leurs médicaments dans leur village, par exemple, dans le cas du Bénin, on dit que c'est du voodoo, on dit que c'est de la sorcellerie. Le Bénin, là, c'est un pays qui est quand même, qui a une grande réputation d'être dans la sorcellerie et dans le voodoo. Donc, comment est-ce qu'on fait la différence et la distinction entre voodoo, sorcellerie et médicaments qu'on peut même mettre sur le marché et des médicaments qui marchent et qui peuvent traiter les gens et que comment même ça va devenir une compagnie qui vaut des milliards et des milliards. On va prendre un petit short break et puis on va répondre. On va répondre ou bien il reste encore du temps. Ok, on va continuer à répondre à la question. Bon, j'ai l'impression que ça va être notre dernière question. Le temps est dépassé. Donc, oui, répondons à ça avant qu'on parte un peu là. Oui, c'est-à-dire que ça fait partie des concepts d'asservissement dont j'ai parlé au début, hein, c'est-à-dire que dans les écoles, dans les églises, dans les écoles qui étaient tenues à l'époque par les missionnaires donc religieux, où on va vous inculquer certaines idées qui vont vous précipiter dans des peurs, dans ces choses-là de sorcellerie, des choses comme ça, tous ces mots-clés qu'on nous inculque dans l'esprit pour nous empêcher justement de rallumer cette flamme du bâtisseur dont j'ai parlé. Et tout ce que je peux simplement dire, c'est de briser la glace et de se débarrasser de tous ces concepts d'asservissement et d'expérimenter par soi-même pour savoir si réellement il s'agit de sorcellerie ou pas. Donc, les personnes qui sont restées prisonnières de ces concepts d'asservissement doivent travailler psychologiquement sur eux-mêmes, doivent travailler psychologiquement pour eux-mêmes pour dépasser cela. Autrement, on ne peut pas... Parce que sinon, on voit des gens qui ne vont pas prendre ce médicament local. Mais les présidents africains, là, Mobutu, là, le plus riche qui va aller se soigner en Suisse, à chaque fois qu'il était malade, il devait absolument aller en Europe pour se faire soigner. Ça, c'est quand même une grande insulte à tous les médecins de tout le continent. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais tantôt que la question de l'acculturation nous pousse aussi, provoque c'est-à-dire que ça...
ça a une incidence sur la crise de la personnalité. Hein. On développe comme ça des troubles du comportement. Hein. Donc l'acculturation provoque des troubles du comportement dont cela, cette acculturation est un véritable problème qui pousse effectivement à cette crise de personnalité. Hein. Cette crise de personnalité et comme médicament, il faut s'abreuver de culture. Hein. C'est la culture qui nous différencie des animaux. Hein. Quand les Européens sont venus kidnapper et arracher les gens en Afrique pour les envoyer dans l'univers concentrationnaire des Amériques, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était s'il fallait effacer la culture des gens pour les éteindre en eux et qu'ils deviennent des animaux pour juste bons pour faire les travaux de champ. Oui, qui ne deviennent que des outils de champ. Voilà, exactement. Donc, on voit que la question de la culture, ceux qui sont venus nous envahir, on en avait conscience. Et donc, il fallait donc tuer la culture pour être sûr que la personne il est seulement conscient de sa condition de bête de somme, mais pas plus. Et c'est donc en nous cultivant, en nous cultivant, donc ça nous permet en quelque sorte de quitter et de nous débarrasser de tous ces troubles du comportement, de toute cette crise de personnalité et devenir bâtisseur. Donc c'est dans l'exploration, donc c'est en s'inspirant de notre culture. Hein. Quand je dis notre culture, c'est-à-dire c'est dans toute l'Afrique en général, c'est-à-dire que les solutions à nos problèmes se trouvent là-bas. C'est de reprendre l'initiative historique là où on nous a arrêtés pendant la période des invasions et de tout le reste. C'est de faire redémarrer la machine, de faire reprendre l'initiative historique, et avec les connaissances qu'on a pu acquérir à gauche et à droite, même dans les écoles d'aliénation, c'est de pouvoir faire des mises à jour aussi par rapport à ces connaissances ce savoir dont les développements ont été arrêtés pendant un certain temps, comme l'a fait Michel Babadidje, comme le fait Dr Médégan, comme le fait bien d'autres. C'est donc de tous les savoirs qu'on a pu acquérir à gauche et à droite, c'est de pouvoir maintenant construire quelque chose sur le socle de notre culture. C'est la seule façon qu'on va pouvoir résoudre le problème de la pauvreté matérielle. Donc la question de la pauvreté matérielle en Afrique, ce n'est pas une question de gouvernance, puisque même la question de gouvernance qui touche la question des institutions politiques, quelle était aussi notre façon d'organiser l'État? De quelle façon, quels sont les mécanismes qu'on avait pour garantir la circulation des élites au pouvoir? Alors ça aussi, c'est dans notre culture où on va trouver les réponses. Oui. Ce n'est pas dans la démocratie occidentale qu'on va trouver les réponses. On voit que ça ne fonctionne pas. Oui. Donc, pour la question aussi de la construction de l'État en Afrique, c'est encore dans notre culture où on va trouver des solutions à ces préoccupations-là. Oui. Alors, merci vraiment. On est out of time, on est overtime. Ils sont en train de me dire que vraiment, Louise, là, les Africains, là, c'est quoi même? Arrête de parler. Ils veulent me chasser du studio, là. Donc, merci vraiment. On va rester en contact et c'est très important ce que vous avez dit. On essaiera encore d'enregistrer un autre show. Oui. Ça devrait devenir une série, en fait. C'est ça, oui. Il y a tellement de choses à dire. Oui. Alors, merci d'avoir été avec nous. On vous laisse. On court continuer nos enregistrements. On vous souhaite une très bonne continuation. Et à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent à l'international, vraiment, merci à tout le monde.